Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer quelque chose de vraiment sérieux, la guerre hybride. Cette guerre de l'ombre que la Russie est en train de mener contre la France. Et vous allez le voir, cette guerre s'intensifie. On parle de cyberguerre, de sabotage. Tout ça se passe en ce moment même, juste sous nos yeux. Alors quel est le rapport entre tout ça? Une chaîne de télé qui tombe en panne, un faux site du gouvernement, une explosion dans un hôtel? À première vue, ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. Eh bien, détrompez-vous. Ce sont toutes les pièces d'un même puzzle. Un puzzle vraiment inquiétant. Et ensemble, elles nous montrent que cette guerre de l'ombre est en train de devenir beaucoup plus dangereuse. Et pour bien comprendre à quel point la menace est réelle, on va commencer par l'incident le plus récent et, franchement, le plus spectaculaire. C'est l'événement qui a tout changé, qui a fait basculer cette guerre de l'ombre dans une nouvelle dimension. Alors, on est le 3 juin 2024. Imaginez la scène. Un appel d'urgence pour une explosion dans un hôtel près de l'aéroport de Roissy. Au début, tout le monde pense à un accident, un simple accident. Mais quand les secours arrivent sur place, ils trouvent un homme gravement brûlé et ils comprennent que la situation est beaucoup plus grave. Et là, il y a un détail qui fait immédiatement sonner toutes les alarmes. C'est le timing. On est à quelques semaines à peine des Jeux Olympiques de Paris. Et ça change tout. Mais alors, qui est cet homme? Eh bien, son profil, c'est un cas d'école. C'est l'agent proxy par excellence. Il est russo-ukrainien, originaire du Donbass, et il aurait même servi dans l'armée russe. Vous voyez le truc? Sa double nationalité est parfaite pour brouiller les pistes. Russe, ukrainien, on ne sait plus trop. Et c'est exactement le but. Créer le doute. Permettre à Moscou de dire « ce n'est pas nous ». C'est ce qu'on appelle le déni plausible, une tactique vieille comme le monde. Et l'indice crucial, celui qui révèle toute la manœuvre, c'est le type d'explosif. Du TATP. On le surnomme la mère de Satan, et pour cause, c'est très instable. Mais surtout, c'est la signature quasi exclusive des groupes terroristes djihadistes. Le GRU, les services secrets russes, eux, ils n'utilisent jamais ça. Ils ont des explosifs militaires bien plus fiables. Alors pourquoi utiliser du TATP? Ce n'était pas un hasard, c'était un piège. Le but était de faire croire à un attentat islamiste et de détourner tous les regards de Moscou. Bref, une opération sous faux drapeau qui a heureusement raté. Ok, donc cet attentat raté, ce n'est pas juste un incident isolé, pas du tout. C'est en fait la partie émergée de l'iceberg, une pièce d'une stratégie bien plus vaste et bien huilée. Alors regardons d'un peu plus près comment fonctionne cette fameuse guerre hybride. La guerre hybride, qu'est-ce que c'est au fond? C'est simple. C'est l'art de faire la guerre sans jamais la déclarer officiellement. On mélange un peu de tout. Des actions militaires discrètes, de la pression politique, économique et surtout beaucoup de manipulation de l'information. L'objectif final? D'affaiblir un pays de l'intérieur, de semer le chaos, la division. Et tout ça se passe dans ce qu'on appelle la zone grise, un espace flou où c'est super difficile de dire avec certitude, c'est eux les coupables. Et cette stratégie, elle est construite comme un millefeuille, couche par couche. La première couche, presque toujours, c'est la désinformation. On sature l'espace public de mensonges pour saper la confiance. Deuxième couche, le cyberespionnage. Là, on va voler des secrets, perturber les systèmes informatiques. Après ça, on passe au niveau supérieur, la troisième couche, le sabotage physique. Et toutes ces couches ont un seul but, la subversion, c'est-à-dire pourrir la société de l'intérieur, affaiblir l'État jusqu'à le rendre presque inopérant. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment ça se traduit concrètement contre la France. Parce que ça n'est pas nouveau et on va voir que l'escalade, elle, est limpide. S'il y a un nom à retenir dans toute cette histoire, c'est celui-là, APT-28. On les appelle aussi FanCyber. En gros, c'est l'unité de hackers d'élite du renseignement militaire russe, le fameux GRU. Ce sont eux les cerveaux et les petites mains derrière les cyberattaques les plus audacieuses. Et leur palmarès en France est assez chargé malheureusement. Rappelez-vous, 2015, l'attaque contre TV5 Monde. La chaîne a été mise complètement hors service, c'était une première mondiale à l'époque. Ensuite, 2017, en pleine présidentielle, ils ont piraté et fait fuiter les emails de la campagne d'Emmanuel Macron et aujourd'hui leur cible numéro 1, c'est bien sûr les Jeux Olympiques. Donc on le voit bien, ce n'est pas une menace qui sort de nulle part, c'est une campagne qui dure depuis des années. Et en parallèle de ces cyberattaques, la désinformation tourne à plein régime. Regardez bien cet exemple, c'est assez bluffant. À gauche, le vrai site du ministère des Affaires étrangères. À droite, une copie, quasi parfaite, créée par des officines russes. La différence? Parfois, c'est juste un tout petit point sous une lettre, un détail invisible à l'œil nu. Le but est simple, faire croire que c'est un site officiel pour diffuser de fausses infos, ou pire, pour infecter un ordinateur. Regardez ce chiffre. Il est tout simple, mais il fait froid dans le dos. Plus 25%. C'est l'augmentation des actes de malveillance, donc on parle d'espionnage et de sabotage, contre l'industrie de la défense en France. Et ça, c'est en seulement 2 ans. On voit bien que la pression monte d'un cran et qu'elle n'est plus seulement numérique.
Ce passage du virtuel au réel, il est déjà là. On n'est plus juste dans le piratage informatique, non. On parle maintenant d'infiltration physique, comme à l'école polytechnique, pour essayer de voler des recherches sensibles. On parle d'attaque au cocktail Molotov contre des sous-traitants de la défense. Et attention, ce qui se passe en France n'est pas un cas isolé. C'est la même chose partout en Europe. Des incendies suspects au Royaume-Uni, en Pologne. C'est une véritable campagne de sabotage à l'échelle du continent. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi la France en particulier ? Pourquoi cet acharnement ? Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi Paris est, semble-t-il, devenu la cible numéro 1 du Kremlin en Europe. Écoutez bien cette phrase, elle vient du plus haut gradé de l'armée française, le général Burkhardt. La Russie a désigné la France comme son premier adversaire en Europe. C'est direct, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça montre bien à quel point la menace est prise au sérieux au plus haut sommet de l'État. L'analyse est simple, la France est dans le collimateur. Alors, pourquoi ? Quelles sont les motivations russes ? La première, c'est assez évident, il s'agit de punir la France pour son soutien très ferme à l'Ukraine. Ensuite, il y a quelque chose de plus subtil. Certains analystes parlent de francophilie contrariée. C'est l'idée d'une immense déception à Moscou. La France, un pays historiquement proche, leur a tourné le dos. Et enfin, il y a le gros lot, les Jeux Olympiques de Paris. C'est une vitrine mondiale, donc une occasion rêvée pour tenter d'humilier la France aux yeux du monde entier. Mais face à tout ça, la France ne reste pas les bras croisés. Au contraire, sa réponse a complètement changé. On est passé de la discrétion, du « on ne fait pas de vagues » à une posture beaucoup plus affirmée, beaucoup plus publique. Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de cap. Avant, la règle d'or, c'était la discrétion. On gérait ça en coulisses. Maintenant, c'est tout l'inverse. La nouvelle doctrine, c'est on nomme l'agresseur, on dit publiquement c'est la Russie, on répond immédiatement aux fake news, et surtout, on expose leurs opérations au grand jour. C'est vraiment un changement à 180 degrés. Et l'une des nouvelles armes françaises dans cette bataille, c'est la déclassification de renseignements. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la France va maintenant rendre publiques des preuves. Par exemple, au Mali, l'armée française a diffusé des vidéos qui montraient une manipulation de Wagner. En faisant ça, on retire à la Russie son arme la plus précieuse, le fameux déni plausible, le fait de pouvoir toujours dire « ce n'est pas nous ». L'idée, c'est de combattre le mensonge par la preuve. On arrive donc à la fin de cette analyse. Et ce qu'on voit, c'est que tous ces éléments, mis bout à bout, dessinent le portrait d'un conflit bien réel. Un conflit qui se joue dans l'ombre, certes, mais avec des conséquences de plus en plus tangibles et de plus en plus graves. Le message à retenir, il est très clair. Ce qui s'est passé à Roissy, ce n'est pas un accident de parcours. C'est la confirmation d'une escalade terrifiante. On est passé des clics aux bombes. Ça montre que la Russie est maintenant prête à prendre des risques énormes jusqu'à mener des attaques violentes directement sur le sol d'un pays de l'OTAN. Cette fameuse guerre de la zone grise, elle devient dangereusement concrète. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Comment est-ce qu'on gagne la paix dans une guerre qui se mène comme ça, dans l'ombre ? Face à un adversaire qui évite le combat direct, mais qui frappe en permanence par des coups secrets, les vieilles stratégies ne fonctionnent plus. Dans cette nouvelle forme de conflit, redéfinir ce que veut dire gagner, et surtout comment construire une paix durable, eh bien, c'est peut-être le plus grand défi de notre époque.